Aujourd'hui, 25 novembre, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Michèle Dayan. Alors vous, Michèle Dayan, vous êtes avocate et créatrice de l'association internationale Lawyers for Women. Tout d'abord, pourquoi avez-vous accepté d'intervenir aujourd'hui au lycée Louis Armand ? J'ai accepté d'abord parce que ça m'a été demandé avec beaucoup d'enthousiasme et d'intelligence de la part de votre proviseur. Et donc ça m'a donné envie de dire oui, parce que je pense que cette journée-là, ce que j'aimerais, je ne suis pas sûre que je le verrai, que je serai en vie encore à ce moment-là, mais j'aimerais qu'elle n'existe plus, qu'on n'ait pas besoin d'avoir une journée de lutte contre les violences faites aux femmes, et que c'est par vos actions, par votre jeunesse et donc votre engagement, c'est vous qui allez faire le monde et d'aujourd'hui et de demain, qu'on va réussir à éliminer ce fléau. Donc c'est pourquoi j'ai dit oui tout de suite. Et maintenant que je vous vois toutes et tous, je sais pourquoi j'ai dit oui et j'ai eu raison de dire oui. Merci. Alors, vous avez du coup créé l'association Lawyers for Women. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste réellement et quels sont les objectifs de l'association ? Alors, c'est une association qui réunit, comme son nom l'indique, des juristes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Des juristes, que ce soit des avocats, des avocates, magistrats, magistrates, policiers. Il y a aussi des policiers, policières dans notre association, des professeurs de droit, des étudiants en droit. Donc, c'est lawyers, c'est que des gens de la loi. Pour lutter contre les violences faites aux femmes par la loi. Pour la loi, pour promouvoir et l'application et l'amélioration de la loi, parce qu'on pense et on sait que c'est la loi qui nous protège, que c'est la loi, parce qu'elle est bonne quand elle est bien faite et quand elle est bien appliquée, qui va pouvoir séparer justement la vie de la mort, la violence de l'amour, quand il s'agit des violences conjugales. Et à l'international, elle s'appelle Lawyers for Women, pas parce que juste on voulait parler comme Jean-Claude Van Damme, mais parce que c'est une association, comme vous l'avez rappelé, qui est internationale. On travaille beaucoup. Aujourd'hui, le pays avec lequel on travaille le plus, c'est le Mexique. Vous savez que le mot féminicide, il est né au Mexique, dans l'état de Chihuahua. Il y a 10 femmes par jour, mais à mon avis, c'est beaucoup plus qui meurent parce qu'elles sont femmes au Mexique. Donc, quotidiennement, c'est un fléau national et on travaille beaucoup. Et en même temps, il y a des gens extraordinaires qui essaient de lutter contre ce fléau, contre les féminicides au Mexique. Et on travaille beaucoup avec le Mexique. Et à la faveur, moi, d'un voyage au Mexique pour une conférence sur les féminicides, j'ai beaucoup parlé avec des acteurs et des actrices de terrain là-bas. Et j'ai donc décidé de créer cette association. Merci. Alors, vous avez prêté serment en 1993. Qu'est-ce qui vous a amené progressivement à vous spécialiser dans le domaine des violences faites aux femmes ? Alors, moi, quand j'ai prêté serment, j'étais spécialisée en droit européen de la concurrence. J'ai fait du droit des affaires, j'étais dans un gros cabinet d'affaires. Alors déjà, je me suis dit, ok, super, c'était très intéressant intellectuellement, mais il me manquait des gens derrière les affaires, vous voyez. Il me manquait des humains et des humaines. Et donc, j'ai rapidement installé mon cabinet et je suis devenue spécialiste en droit de la famille. Et sans du tout penser, donc c'était il y a longtemps, on ne parlait pas beaucoup. On ne parlait pas des violences conjugales, on parlait encore de crimes passionnels. Et puis, au fur et à mesure du temps, et notamment ces 10 dernières années, la parole a commencé à se libérer. Quand la parole se libère, faut essayer de libérer l'écoute aussi, sinon ça ne sert à rien. Et j'ai commencé à entendre des récits de violence dans la famille. Moi, on venait me voir pour un divorce, pour une garde d'enfants, pour se séparer. Et au fur et à mesure des entretiens et des histoires des gens, des femmes qui venaient dans mon cabinet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de violence dans la famille. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis spécialisée dans... quand on fait du droit de la famille, aujourd'hui, on peut pas ne pas s'occuper des violences conjugales et des violences intrafamiliales parce qu'elles sont au cœur de la famille. D'accord. Et donc, dans le milieu du droit, est-ce que c'est majoritairement dominé par les hommes ou par les femmes ? C'est-à-dire que quand vous êtes allé dans votre école de droit, vous avez vu beaucoup plus d'hommes ou beaucoup plus de femmes ? Alors, c'est très féminisé. C'est une profession magistrat ou avocat qui est très féminisée. Donc, il y a plus de femmes
aujourd'hui. Après, en revanche, à un certain, évidemment, notamment dans les gros cabinets d'affaires, vous voyez, les collaboratrices, quand elles commencent, il y a beaucoup de femmes. Et puis, au fur et à mesure où l'échelle pyramidale, vous voyez, on la monte, pour arriver vers les associés full equity, comme ils disent dans les cabinets anglo-saxons, il y a beaucoup moins de femmes. Et c'est pareil dans les postes de haut niveau de la magistrature. Donc, c'est très féminisé. Alors, cela dit, là, on a une bâtonnière élue qui va prendre ses fonctions à Paris en janvier. Je crois que c'est la 4e bâtonnière au barreau de Paris. C'est pas tant que ça, hein. Ça veut dire la chef des avocats du barreau de Paris, c'est la 4e. Donc ça, ça commence à changer. Mais oui, il y a plus de femmes, mais pas forcément au poste où il y a le plus de responsabilités et surtout de pouvoir. Les responsabilités, on leur donne aux femmes, hein, même aux femmes avocates, parce que qui dit responsabilité dit travail. Donc on sait qu'elles vont travailler. Ça, la responsabilité, on n'a pas de problème pour leur en donner. En revanche, le pouvoir, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, est-ce que vous avez été confrontée dans des situations sexistes ou pas? Moi, personnellement, oui, de moins en moins. Mais oui, par exemple, on a souvent dit, parce que je suis une avocate et que donc une avocate, elle est combative, j'ai beaucoup entendu, elle est hystérique ou vraiment, alors elle, c'est un pitbull. Vous voyez, alors qu'un homme qui est combatif, en général, il est performant, il est compétent, il lâche rien. Voilà, j'ai entendu dans des salles d'audience, mais c'est pas la peine de plaider comme ça, comme un roquet. Non, je plaide pas comme un roquet, en fait, je plaide, mais un homme, on l'écoute, il a juste une voix qui porte. J'ai entendu, mais hélas, je l'entends plus, parce que j'ai vieilli, ma très jeune consoeur. Vous voyez, consoeur, c'est comme ça qu'on s'appelle. Donc on faisait beaucoup, quand j'étais plus jeune avocate, souvent j'entendais, quand je plaidais de la part de mon adversaire, oui, ma très jeune consoeur. J'entends pas mon très jeune confrère en général, on dit pas ça pour les hommes. Donc oui, bien sûr, j'ai été confrontée. Oui, donc en fait, il y a un double standard. Vous l'avez senti, ce double standard. Alors j'y suis moins confrontée, peut-être parce que ça existe un peu moins et aussi parce que puisque j'ai plus d'expérience, j'en suis moins la victime et l'objet. Mais ça existe, hein. Il faut savoir qu'au barreau de Paris, les avocats, comme les autres, c'est à l'image de la société, il y a des discriminations, il y a du harcèlement, il y a dans des cabinets des comportements sexistes, évidemment. Alors, avez-vous perçu une réelle amélioration au niveau de la prise en compte des plaintes ou des jugements durant ces 10 dernières années, notamment avec le mouvement MeToo? Oui, bien sûr. Alors, je dirais surtout ces 3 dernières années, moi. Allez, 5 dernières années. 10 dernières années, il y a commencé à avoir une prise de confiance. MeToo, c'est pas 10 ans en plus, hein, c'est un peu moins. Mais MeToo, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et là, depuis ces 4-5 dernières années, et particulièrement ces 2 dernières années avec le Grenelle sur les violences conjugales, j'ai senti une amélioration, une libération de l'écoute, vraiment dans les commissariats. Quand même, ça change vraiment dans les commissariats, il faut le dire parce que c'est important. J'ai senti que ça changeait aussi dans l'écoute des avocates et des avocats, hein, parce que les avocats aussi, il y en a qui étaient un peu pas forcément très ouverts à cette question, très sensibilisés. Ça aussi, c'est en train de changer grâce notamment à vos générations et aux avocates et aux avocats qui prêtent serment aujourd'hui. Donc dans les tribunaux aussi, notamment dans les tribunaux familiaux, où avant on vous disait, quand vous plaidiez les violences, vous parliez des violences concernant la garde des enfants, vous disiez non, écoutez maître, là, voyez, on parle des enfants, on parle pas des griefs entre les époux. Donc vous voyez, on séparait bien l'homme de l'artiste, hein, alors que c'était la même personne. Hein. Le mec qui tape sa femme, c'est celui qui va s'occuper de ses enfants, c'est le même, hein, en général. Voilà, donc là ça change. Maintenant c'est dans la loi. On doit prendre en considération les violences faites sur le conjoint ou sur la mère pour décider de la garde des enfants. Donc oui, j'ai senti une écoute vraiment différente, et surtout ces 2 dernières années. Avec le Grenelle sur les violences conjugales, j'ai vu je perçois et j'expérimente chaque jour la différence. Mais c'est pas gagné encore, faut pas lâcher. Alors comment cela se fait-il qu'il y ait des personnalités comme Roman Polanski ou PPDA qui sont accusées d'agression sexuelle ou de viol, parfois sur mineurs, qui sont toujours libres et non condamnés? Est-ce que la notoriété et l'argent, ils ont un impact sur le jugement de ces personnes, malgré le fait que la justice soit indépendante?
Alors, je ne crois pas que la notoriété aujourd'hui ait un impact. Je crois même que, au contraire, aujourd'hui, pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, le fait d'être connu et donc d'avoir une responsabilité, d'être visible, va plutôt déclencher des poursuites et en tout cas une écoute peut-être plus attentive de la victime. C'est ce que je perçois depuis peu de temps. Hein, peu de temps. Je suis pas en train de dire que quand on est attention, hein, que quand on est connu, on est l'objet de plaintes calomnieuses. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Surtout dans les deux exemples que vous avez cités, je pense qu'il n'y a rien de calomnieux. Mais en revanche, non, je ne crois pas que la notoriété immunise. Aujourd'hui, elle a immunisé, mais malheureusement, connu ou pas connu, un homme violeur, agresseur, violent, il était très immunisé, hein, quand même, parce qu'il était un homme et que ces violences-là, elles n'étaient pas tellement écoutées et dénoncées. Alors après, pour répondre dans ces deux affaires particulières, spécifiquement pourquoi ils sont toujours en liberté, voilà, il faudrait rentrer dans les arcanes de ce dossier, de ces dossiers, des plaintes. Pour Roman Polanski, c'est une affaire qui est très ancienne et il est quand même interdit de séjour aux États-Unis. Hein, donc s'il allait aux États-Unis, il serait incarcéré. Hein. Oui. Voilà. Mais bon, on va peut-être pas. Mais cela dit, je fais partie en effet de ces femmes et de ces avocates qui pensent que c'est pas normal qu'on ne sépare pas l'homme de l'artiste et qu'on peut remettre un César pour un film, mais pas pour un réalisateur. C'est pas la même chose. Il a eu le César du meilleur réalisateur, ce qui n'est pas le César du meilleur film. C'est un peu différent. Pensez-vous qu'il serait plus efficace si un proche d'une victime pouvait porter plainte à sa place? C'est une vraie question. Je pense que ça pourrait permettre... Alors, l'efficacité, c'est quoi? C'est que ça pourrait permettre d'un dépôt de plainte quand il n'y en a pas, parce qu'il y a une peur des représailles, une peur de ne pas être cru, une sidération, parce que quand on est violenté, on est sidéré souvent, et que donc, quand on est sidéré, on devient un objet, et quand on est un objet, on ne bouge pas en général, hein, on ne va pas porter plainte, on ne parle pas, tout ça, on ne se défend pas. Tout. Donc, oui, on aurait tendance à dire oui, sauf que en réalité, je pense que ce serait contre-productif et que ce ne serait pas une bonne chose philosophiquement, éthiquement. Pourquoi? Parce que je pense que justement, quand on est victime de violence, on devient un objet. Et que tout le process, c'est de redevenir un sujet. Et que si quelqu'un le fait à votre place, vous ne vous emparez pas de votre vie et que vous restez un objet et qu'au finalement on passe d'une emprise à l'autre, de l'emprise de son conjoint, l'emprise de sa sœur ou de sa mère ou de sa copine qui va poser plainte pour vous. En revanche, ce qu'il faut, c'est que l'entourage incite et accompagne. Quand on va déposer plainte dans un commissariat, on a toujours le droit d'être accompagné de quelqu'un. Toujours, il faut le savoir. Et pas seulement d'un avocat. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe qui, pardon. Sa meilleure amie, n'importe qui. Et donc, je crois qu'il faut que l'entourage incite, ne lâche pas, ingère. Il faut vraiment, il y a un devoir d'ingérence. Quand on sent, vous avez une amie, une proche, vous avez l'impression qu'elle va pas très bien, quand on lui parle de son couple, elle évite. Surtout chez les jeunes femmes, il y a beaucoup de violence dans les couples de jeunes et c'est totalement invisibilisé. Hein. Il faut poser des questions. Si on ne pose pas des questions à une victime de violence, elle ne répond pas. Elle ne parle pas si on ne lui pose pas de questions. Si vous sentez qu'elle ne dort pas bien, qu'elle a maigri, qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans son comportement, il ne faut pas lâcher. Il faut ingérer jusqu'à la prendre par la main et l'inciter à porter plainte et aller avec elle en la tenant par la main pour porter plainte. Mais porter plainte à sa place, non. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée au final. D'accord. On dit que la parité, elle est nécessaire pour faire évoluer les mentalités. Est-ce que dans un tribunal, le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, ça a un réel impact sur une décision judiciaire ou une condamnation? Moi, j'ai vu des femmes magistrates très peu sensibilisées aux violences de genre et des hommes magistrats très sensibilisés. Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas vraiment d'impact. Ça en a eu, évidemment, à une époque où il n'y avait que des hommes, quand il y avait des juridictions composées d'hommes, comme des assemblées, hein, vous voyez, c'est ce que disait Simone Veil quand elle a fait voter sa loi sur l'avortement. Je parle de l'avortement devant une assemblée essentiellement composée d'hommes. Là, en effet, ça changeait la donne. Aujourd'hui, d'abord, c'est paritaire. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en réalité, le fait que ce soit paritaire, c'est un symptôme aussi et un signe de ce que la société évolue.
Donc forcément, ça change la donne sur les condamnations, mais j'ai malheureusement, ou heureusement plutôt d'ailleurs, le genre n'est pas une garantie d'une meilleure écoute ou d'une moins bonne écoute. D'accord. Il y a des femmes qui se comportent comme des mâles hétérosexuels blancs de plus de 50 ans. Et, ouais. Quel conseil donneriez-vous aux futures étudiantes et étudiants en droit qui voudraient se spécialiser dans les violences faites aux femmes? D'abord, je leur dirais bravo, je leur dirais merci, je leur dirais de s'engager, d'écouter les victimes, de lire beaucoup, d'écouter beaucoup, de s'intéresser aux autres, d'ouvrir leurs oreilles, leurs yeux, leurs émotions, leur cœur. Voilà, parce que c'est tout ça qui va être utile dans votre boîte à outils pour cette spécialité qui est une spécialité difficile, vraiment difficile, parce que forcément elle vous parle. Quand une femme est victime de violence, il y a un endroit chez vous d'avocate qui peut ressentir parce qu'elle est femme ou parce qu'elle-même à un moment donné elle a pu être victime forcément, pas forcément de la violence qu'on vous raconte ou du viol qu'on vous raconte, mais d'une forme de violence. Je pense qu'on se spécialise pas dans la protection des femmes victimes de violences par hasard. Je pense qu'on répare toujours quelque chose, soi-même ou le monde, et donc je leur donnerai comme conseil de réparer le monde, mais de faire attention à elles aussi. Merci. Et enfin, si vous deviez passer un message à la nouvelle génération, quel serait-il ? Alors d'abord, je pense que la nouvelle génération, elle est plus vieille que l'ancienne dans l'histoire de l'humanité et que donc elle est beaucoup plus riche de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qu'elles savent, ces générations-là, que nous, on ne savait pas. Le message que je leur ferai passer, c'est continuer vos engagements. Ne vous laissez pas enfermer dans des cases, ni de genre, ni social. Ne soyez ni universaliste, ni woke. Soyez juste engagés, passionnés, intelligents, discernés. Discernés toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Avec plaisir.